Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie B du grand 1, qui est l'ère de la bonne entente. Alors, comme on l'a vu dans le A, les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, elles vont se rétablir à la fin des années 80. Déjà, dès 78, il va y avoir la signature de la normalisation entre les relations donc entre la Chine et les États-Unis. Et d'ailleurs, dès 79, Deng Xiaoping il va faire une visite aux États-Unis. En fait, à partir de ce moment-là, la stratégie des États-Unis, ça va être de mener ce qu'on appelle la stratégie d'engagement des rivaux, avec l'idée que la Chine va se démocratiser. C'est pourquoi on va essayer de l'attirer dans les organisations internationales telles que l'OMC. La Chine va par exemple entrer à l'OMC en 2001. Mais malgré toutes ces politiques vont être menées, la Chine elle va rester autoritaire. En 89, on va avoir par exemple le choc de Tiananmen où l'armée chinoise va écraser les protestations pro-démocratiques à Pékin, ce qui va choquer le monde entier. Et c'est également dans ces années-là que la Chine va commencer à développer un contrôle renforcé des médias, parce que dans les années 90, en fait, la Chine va commencer à intensifier la censure donc médiatique en contrôlant les informations euh, pour empêcher la diffusion de critiques contre le régime et limiter l'influence des idées démocratiques et occidentales. Et cette politique autoritaire chinoise, forcément, ça va entraîner des tensions. Euh, Entre 95 et 96, on va déjà remarquer une crise entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan, parce que la Chine revendique Taïwan comme une partie de son territoire. Puis en 99, on va avoir le bombardement de l'ambassade de Chine au Kosovo. Les Occidentaux, en fait, ils vont dire que c'était juste un acte accidentel, et bien sûr, la Chine va affirmer que c'était un acte prémédité de l'Occident. Puis en 2001, il va y avoir une nouvelle crise à cause d'un avion états-unien qui va être obligé d'accoster donc en Chine. Euh, et la Chine va le récupérer, va le démonter et va en fait voler la technologie américaine. Euh, et malgré toutes ces tensions entre les États-Unis et la Chine, eh bien, pour les États-Unis, la Chine elle doit rester un partenaire. D'ailleurs, Robert Zuelik, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, il va affirmer que la Chine est un partenaire responsable, parce que déjà la Chine elle finance la dette des États-Unis grâce à ses excédents commerciaux. Par exemple, lors de la crise des subprimes en 2008, la Chine elle a financé des banques des États-Unis, ce qui a apaisé la crise. Et d'ailleurs, la Chine, en 2008, elle a vraiment apparu comme le sauveur du capitalisme. Et Niall Ferguson, en 2006, il a même parlé de chimérica pour marquer finalement l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis due au commerce entre les deux États. Alors maintenant, on va passer à la partie C qui est vers l'affrontement. Bien sûr, aujourd'hui, on remarque de nombreux affrontements entre la Chine et les États-Unis. On peut prendre trois secteurs particuliers. Le premier, ça va être le secteur économique et commercial, avec le fait que on remarque aujourd'hui une course à la domination technologique entre les deux États. On va avoir une compétition pour le leadership dans les technologies avancées telles que la 5G ou les intelligences artificielles, qui va pousser les États-Unis à restreindre l'accès de la Chine aux technologies américaines, notamment avec des sanctions contre Huawei. On va avoir de nombreuses guerres commerciales qui vont aussi être menées. Dès 2018, la Chine va imposer des tarifs douaniers sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois pour réduire le déficit commercial et contrer les pratiques chinoises jugées déloyales, parce qu'en fait, les FTN chinoises elles sont largement aidées par le gouvernement.
La Chine elle va quand même rétorquer face à ces politiques très sévères des États-Unis avec dès 2013 le lancement de ce qu'on appelle la BRI, la Belt and Road Initiative, qui va permettre qui devrait permettre donc à la Chine d'étendre son influence économique de manière mondiale, parce que ce projet vise donc à créer de vastes corridors partant de la Chine vers l'ensemble du monde entier. Puis le deuxième pôle d'affrontement entre les États-Unis et la Chine, ça va être lié à la sécurité, notamment à la sécurité en Asie-Pacifique. Dès 2011, Obama il va lancer ce qu'on appelle le pivot asiatique, qui va viser à renforcer la présence déjà militaire et les alliances américaines en Asie pour contrer la politique offensive chinoise. Et cette politique du pivot asiatique, forcément, elle va participer à une militarisation de la mer de Chine méridionale. La Chine, quant à elle, elle va renforcer donc ses bases militaires et va continuer à revendiquer de nombreux parties de la mer de Chine. Et les États-Unis, ils vont mettre en place des patrouilles de navigation pour défendre cette partie de la mer. Également, les États-Unis vont essayer de développer des alliances régionales renforcées, que ce soit avec le Japon, l'Australie ou encore l'Inde, à travers des organisations de sécurité comme le Quad ou encore l'AUKUS. Et enfin, le dernier pôle d'affrontement, ça va être une confrontation qui serait idéologique ou encore d'influence. Déjà, les États-Unis, eux, ils essaient vraiment de promouvoir leur modèle démocratique en opposition au modèle autoritaire chinois, notamment à travers des initiatives comme en 2023 le sommet pour la démocratie qui a été lancé par Joe Biden. Les deux États vont également se mener une véritable concurrence pour le leadership dans les organisations internationales. Par exemple à l'ONU ou encore à l'OMS, ils vont essayer chacun de promouvoir leur propre modèle de gouvernance. Et aujourd'hui, la Chine et les États-Unis se battent également pour leur influence en Afrique ou encore en Amérique latine. La Chine va par exemple accroître son influence dans ces régions par des investissements massifs qui va susciter une réponse des États-Unis pour préserver leur propre présence stratégique et économique.